Bonjour à tous, le cartel de l'enfance, troisième partie. Chose certaine, la mère de mes enfants n'avait aucunement l'intention de respecter ma demande. Elle ne m'en reconnaissait même pas le droit. En effet, elle violait les règles agressivement, à chaque occasion, en privé ou devant les enfants, pour se montrer puissante. Parfois, lorsque nous étions contraints de se croiser dans un lieu public, elle profitait du regard d'autrui pour me forcer à choisir entre me manquer de respect ou passer pour un salaud. Je cédais la plupart du temps, me sentant coincé, et la laissais m'approcher. Elle en profitait pour me dire des choses blessantes, avec un sourire et un air serein, espérant me déstabiliser et me faire perdre la face. Elle venait à chaque fois fragiliser la paix que je parvenais à retrouver petit à petit. Après quelques années, j'ai senti que je devais obtenir du soutien pour faire respecter mon besoin. La police m'a mis en contact avec une procureure et j'ai pu la rencontrer en décembre 2014 pour faire valoir ma demande. Selon ce qu'elle m'a répondu, cependant, il me fallait démontrer que j'avais peur physiquement de madame pour obtenir un interdit de contact. Malgré mon insistance et une lettre de précision fournie à sa demande, elle a refusé de me porter assistance. Parmi les événements survenus, pourtant, il y en avait un qui, à lui seul, aurait dû, selon moi, suffire à la convaincre. Alors que je disais à la mère de mes enfants de retourner à son véhicule, refusant de me faire engueuler sans raison, celle-ci me défiait en se braquant devant moi, dans l'escalier, me forçant à reculer dans les marches de ma propre maison. Le respect de notre espace personnel n'est pas un droit aussi universel qu'on le croirait. Les critères exigés sont plutôt arbitraires, et il semble que je ne les rencontrais pas. Même si pour moi, il y avait là un mélange d'intimidation et de provocation. Et avec cet élément précis, il n'y a aucun doute sur le caractère discriminatoire de la décision rendue. En premier lieu, selon les vérifications que j'ai faites, la peur d'une agression physique n'est pas un critère essentiel pour une mesure d'éloignement. La peur de subir des séquelles psychologiques est censée être valable et je l'ai pourtant bien mentionné. Deuxièmement, disons-nous les vraies affaires. On a porté à mon attention qu'un homme de ma stature ne devait pas avoir peur d'une femme et que donc j'avais un objectif détourné derrière cette demande. Personnellement, je ne mesure pas les gens en fonction de leur force ou en fonction d'un pronostic sur le résultat d'une bagarre éventuelle entre nous. Ça ne fait pas partie de ma représentation du monde a priori civilisé dans lequel nous vivons. Humblement, je pense que mon attitude est fidèle aux aspirations de ceux qui ont établi, pour nous, les chartes, les lois et la Constitution comme assises pour nos droits fondamentaux. Pour nous, ils ont imaginé un monde où la domination par la force physique n'avait plus cours. La seule façon d'honorer cette volonté est d'appliquer la loi sans discrimination sur le sexe, la race, etc. Il semblerait malheureusement que ce principe échappe à nos représentants de la loi. Il est possible que des gens me fassent peur, donc, mais ce ne sera pas uniquement en fonction de leurs attributs physiques. On connaît tous des gens qui ont une peur bleue des araignées ou des souris, mais si elles ne représentent dans les faits, même si elles ne représentent dans les faits aucune menace. La peur n'est pas rationnelle. Pour le type plutôt intellectuel et clairement non violent que je suis, en plus d'être un père, la violence elle-même suscite la peur. Je ne veux ni la voir ni la subir, ni y avoir recours pour ma défense. Je veux juste pas aller là. En ces termes, tout le monde peut avoir peur de n'importe qui, et j'ai encore peur de mon ex aujourd'hui, même s'il n'y a presque aucune chance qu'on se retrouve en contact direct. À l'époque, j'avais peur d'elle comme du diable. Je comprends aujourd'hui que ma pire erreur a été de douter de mes perceptions. Je ne me sentais pas en sécurité en sa présence et ma demande de 810, pourtant légitime, a été refusée. Je ne peux que déplorer ce manquement, encore davantage aujourd'hui, puisqu'il a contribué directement à l'enfer qui a suivi. Selon ce que j'ai compris, l'interdit de contact, le cas échéant, aurait été effectif même si j'avais autorisé madame à le transgresser. Fait intéressant, il semble y avoir là un début de reconnaissance concernant la violence psychologique.
Comme si on voulait admettre que l'emprise pouvait affaiblir notre volonté et qu'il fallait empêcher la victime de retomber dans le piège. La reconnaissance, malheureusement, ne va pas plus loin. Malgré tout, j'ai fait de mon mieux pour ne pas exposer les enfants à ma souffrance et à la violence de leur mère, même si je ne la nommais pas comme telle à ce moment. J'avais une mauvaise estime, une mauvaise image de moi-même, et je pensais presque mériter le traitement odieux qu'elle me faisait subir. Cependant, j'implorais qu'elle me foute la paix, comme on revendique un droit minimum à la dignité. Je tenais surtout à ce que les enfants ne soient pas témoins de mon incapacité à gérer mes émotions, comme elle l'appelait, même si j'en étais prétendument le seul coupable. Je pense avoir réussi à le faire plus souvent qu'autrement. J'ai accompli mon rôle de père à ma façon. J'ai appris à les connaître et à les aimer, ce qui n'a jamais été une corvée. J'ai des enfants merveilleux et nous avons passé ensemble des moments mémorables. Je ne peux que me rappeler aujourd'hui de cette période comme la plus belle qui fut entre mes enfants et moi, parce que nous vivions entre nous, sans interférence de leur mère, du moins apparente. Je pense que le no contact a été salvateur pour mes enfants comme pour moi. Leur mère ne pouvait pas instaurer le triangle pervers de la communication. Elle y est arrivée plus tard dès qu'elle l'a pu, en 2016. Moins d'un an après ma demande de 810, en août 2015, j'ai laissé la mère de mes enfants rentrer dans ma vie. Le jour où mes enfants furent malades, que mon garçon fut hospitalisé, le voyant avec sa jaquette bleue et son soluté, je ne pouvais pas me permettre de faire la gueule à sa mère dans sa chambre d'hôpital. Je ne suis pas égoïste. Il ne méritait pas ça et ma fille non plus. Comme elle avait bien informé tout l'entourage et surtout mes enfants que le no contact était mon caprice à moi seul, je cédais à la pression sociale puisque personne n'y voyait de justification valable. Les enfants s'en réjouissaient, eux qui ne pouvaient comprendre pourquoi. Jusque-là, je refusais les contacts de leur mère. J'en ai profité pour remettre les compteurs à zéro, mettre de l'eau dans mon vin et refaire confiance peu à peu. Je me disais que madame, en couple depuis environ 1 an, devait avoir soigné ses blessures. J'ai pensé également que j'avais peut-être été sévère dans mon jugement. Il était raisonnable d'envisager que je me trompais sur elle, puisque j'étais le seul à m'en méfier. Je ne pouvais que me réjouir de cet armistice et regarder en avant. Je pensais être fidèle à moi-même en pardonnant, en me tournant vers l'avenir, car je déteste les conflits et je ne suis pas doué en la matière. À première vue, elle me donnait raison. Et dans les mois qui suivirent, en janvier 2016, c'est elle qui était venue à moi pour m'offrir la garde partagée, ce qu'elle ne manquerait pas d'utiliser quelques années plus tard. J'ai donc reçu comme un cadeau ce qui m'avait été volé et nous avons débuté la garde partagée. Le tout se déroulait assez bien. Avec le recul, cependant, j'ai compris que le processus était déjà en cours à ce moment-là. J'entendais des choses de la bouche de mes enfants, des jugements qu'ils rapportaient accidentellement de leur mère sur les activités et les voyages que j'organisais ou sur mes amis. Comme j'ai l'habitude de le faire, je n'en ai pas tenu compte. Je n'ai pas tenté de défendre mes choix et je n'ai pas critiqué madame en retour. Je croyais qu'il fallait simplement ignorer les ragots et faire ce que l'on croit être le mieux. En 2018, j'ai entrepris une autre relation amoureuse toxique. La littérature est claire là-dessus. Les gens disposés à vivre des relations abusives se font souvent prendre plus d'une fois avant de comprendre assez bien le phénomène pour s'en prémunir. Pendant 6 mois, j'ai subi les hauts et les bas d'une relation qui n'allait nulle part. Mes enfants ont sans doute perçu la situation mieux que je l'imaginais à ce moment-là. Cependant, je n'ai pas déversé sur eux les tourments que je traversais, et j'ai continué d'être le meilleur père que je pouvais. Cette relation, sur laquelle je me confiais à la mère de mes enfants, lui a servi de fil conducteur pour un récit qu'elle allait imposer à tous. Aux premières loges, elle avait tous les loisirs de prendre à profit les faits qui allaient servir sa cause. La prenant comme confidente, ce qui aurait dû être un facteur de protection, j'ai plutôt vu mon état mental s'embrouiller.
De façon complètement fortuite et inespérée, j'enregistrais toutes nos conversations sans le savoir. Et plus tard, en prenant connaissance de ces enregistrements, j'ai compris qu'elle m'avait manipulé sans ménagement. Je me suis écouté comme j'aurais écouté un étranger, et j'ai ressenti de l'empathie pour cet homme qui se faisait écraser. J'ai appris plus tard que j'avais été victime de gaslighting, phénomène que je tentais de définir de façon malhabile, sans savoir que le concept avait été décrit et nommé. Les enregistrements que je détiens, j'en suis convaincu, sont des perles inestimables dont la science devrait prendre connaissance. La qualité de ces audios rappelle bien que la réalité dépasse par moments la fiction. Malgré moi, je détiens des documents authentiques illustrant parfaitement une relation abusive et son aboutissement. Je frissonne encore de terreur à chaque fois que je les réécoute. Je rendrai ces enregistrements disponibles en temps opportun. Alors merci, c'est tout pour la troisième partie. Merci d'être là, je vous en prie, partagez. C'est pas du divertissement, pour moi, c'est vraiment pas du divertissement, c'est un devoir que j'ai à faire. Et c'est pour l'enfance. Merci.